Bonjour les troisièmes, c'est Monsieur Crane pour une dernière vidéo sur le thème numéro 3 de géographie. Alors, un thème un peu décousu parce que en réalité il y a deux chapitres normalement distincts. J'ai essayé de faire un peu un mix entre tout ça, histoire que vous ayez l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur ce thème, sans forcément le distinguer par des chapitres. Le cours vous l'avez là encore, je vous conseille toujours de regarder le cours en même temps que vous regardez les vidéos et que vous écoutez, histoire de vous repérer un peu plus facilement, surtout lors de ce thème. Alors, c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, à mon avis un petit quart d'heure, tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses à aborder, donc n'hésitez pas à la fragmenter, à le faire en plusieurs fois, voilà. Le but c'est de vous aider de toute façon. Donc, être un citoyen en France et en Europe, alors c'est pas, c'est un thème intéressant qui regroupe pas mal de choses entre EMC, histoire et géographie, vous allez le voir. Donc déjà, il faut comprendre quand même que l'Europe c'est le continent, mais l'Union européenne ça va représenter du coup l'organisation une organisation de plusieurs États, on va le voir. Alors, l'Union européenne, c'est avec l'Amérique du Nord et le Japon les trois pôles de ce qu'on appelait avant la triade, c'est-à-dire les trois plus grands pôles de puissance mondiaux, même si aujourd'hui c'est loin d'être le cas, puisque la Chine notamment a pris un pouvoir très important là-dedans. La Chine aujourd'hui c'est plus puissant que le Japon, de très loin. C'est aussi plus puissant que l'Union européenne globalement. Voilà, c'est un autre pôle de puissance, mais ça, il n'est pas question d'y revenir ici. Simplement, sachez que voilà, l'Union européenne unie représente un énorme pôle de puissance quand même à l'échelle mondiale. La question c'est un petit peu, est-ce que ça fonctionne l'Union européenne? Parce que qui dit union dit forcément travailler ensemble. Et on va voir que c'est pas toujours aussi facile que ça. Alors l'Union européenne c'est quoi? Bah en 2017 on en était là. C'est-à-dire on était à 28 pays. Depuis, on n'est plus qu'à 27 puisqu'il y a eu ce qu'on appelle le Brexit. Alors le Brexit, c'est tout simplement le départ de l'Union européenne par le Royaume-Uni en 2020. Le Royaume-Uni a souhaité quitter l'Union européenne. Il y a eu un référendum, c'est-à-dire une question posée à la population. Le oui au départ de l'Union européenne l'a emporté quelque peu, donc de pas très longtemps, mais l'a quand même emporté. Et donc l'Union européenne aujourd'hui ne compte plus que 27 pays. Alors, il y a un certain nombre de pays qui souhaitent y entrer. Aujourd'hui, la Turquie n'est plus d'actualité pour pas mal de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais il y a des candidatures qui ont été posées, notamment par la Bosnie-Herzégovine, par exemple, ou l'Albanie. Voilà, ce sont des pays qui souhaitent rentrer dans l'Union européenne. Donc l'Union européenne aujourd'hui est à 27, mais rien ne dit qu'elle y restera. C'est très probable d'ailleurs que l'Union européenne ne reste pas à 27 mais évolue encore. Alors peut-être aussi en moins parce que certains pays ont pu manifester des envies de pourquoi pas quitter comme le Royaume-Uni l'Union européenne, mais pour l'instant rien d'officiel évidemment. Alors, l'Union européenne, elle n'est pas arrivée à 27 comme ça. En fait, il faut comprendre que l'Union européenne, déjà, pour commencer, c'était une coopération qui a été lancée par des hommes, notamment un certain Robert Schuman, avec ce qu'on va appeler les pères fondateurs de l'Europe. Eh bien, en fait, ces gens-là vont vouloir créer une union de plusieurs pays européens, et notamment de la France et de l'Allemagne. Alors, faut comprendre le contexte. On est après la Seconde Guerre mondiale. La France et l'Allemagne sont en guerre quasiment depuis 100 ans. Donc, forcément, les gens certains se disent, bon bah, pour éviter qu'il y ait une troisième guerre, enfin une autre guerre plutôt, et notamment une troisième, et qui, pourquoi pas, une troisième guerre mondiale, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réunir ces pays-là, et il va y avoir notamment en 1951 une première organisation qui va être créée entre le français et l'allemand, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors en fait, le principe était simple, c'était que dans un pays on produisait le charbon, dans l'autre l'acier, et on se l'échangeait. Et comme ça, cette coopération économique était censée empêcher toute volonté d'attaque entre les deux pays, parce qu'ils étaient dépendants l'un de l'autre. Très vite, on va se rendre compte qu'il y a d'autres pays qui sont potentiellement intéressés, que ça marche bien, mais qu'il faudrait peut-être le développer. Et donc, ça, c'est ce qui va donner le nom à la Communauté économique européenne, la CEE. Alors aujourd'hui, vous connaissez le nom d'Union européenne, mais ce nom, il ne va apparaître qu'en 1992. Avant, ça s'appelait la Communauté européenne économique européenne, la CEE, qui va être, c'est une date que vous devez absolument retenir.
C'est la date de 1957 pour ce qu'on appelle le traité de Rome. Alors le traité de Rome, c'est tout simplement la création de cette communauté économique européenne qui ne va pas être qu'économique, vous allez le voir petit à petit, mais qui est d'abord économique dans un premier temps. Alors, regardez, si vous regardez cette carte, vous voyez qu'il y a eu différents élargissements. Au début, il n'y a que 6 pays. Vous avez l'Allemagne de l'Ouest, on est encore dans la période de la guerre froide, Allemagne de l'Ouest, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France et Italie. Mais très vite, on va voir entrer le Royaume-Uni et l'Irlande et le Danemark en 1973, puis l'Espagne et le Portugal en 1981, puis la Grèce en 1986, puis en 1995 l'Autriche, la Suède et la Finlande. En 2004, une liste de 10 pays, essentiellement des pays de l'Est de l'Europe, la Pologne, la République tchèque, etc. 2007, la Roumanie et la Bulgarie. Et 2013, la Croatie qui fait son entrée et qui est le dernier pays à être entré dans l'Union européenne. Dernier pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant. Alors, sachez que les territoires ultramarins font partie de l'Union européenne. Quand vous êtes en Guadeloupe, en Martinique, etc., vous faites partie de l'Union européenne. Donc cet élargissement il s'est fait petit à petit. Ça s'est pas fait sans difficulté non plus, hein, parce que il faut que tout le monde soit d'accord à chaque fois. Donc il y a des conditions, on peut pas rentrer comme ça. Il faut respecter un certain nombre de droits de l'homme. Il faut que ce soit une démocratie. Voilà, l'Union européenne n'accepte pas n'importe qui à l'intérieur de son pays. Pardon, à l'intérieur de son organisation. Donc depuis 1992 et le traité de Maastricht, un traité important, eh bien, on appelle ça l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, c'est le nom sur lequel on connaît aujourd'hui. On parle du E, du coup. On parle d'Union européenne. Et alors, ce traité, il est important pour pas mal de choses. Parce qu'on y a décidé notamment le passage à l'euro pour certains pays. Alors, pas pour tous, hein. Tous les pays de l'Union européenne ne sont pas à l'euro, mais certains, en tout cas, c'est le cas. On y a aussi décidé la création d'une véritable citoyenneté européenne. C'est-à-dire que on n'est pas juste dans une organisation économique. Oui, il y a des choses au niveau économique, mais il y a aussi le côté citoyen européen. Vous êtes des citoyens européens. Puisque vous êtes des citoyens français, eh bien, vous êtes des citoyens européens. Alors, l'Union européenne, aujourd'hui, c'est 27 pays, 23 langues, un peu plus... alors, c'est un peu moins de 500 millions d'habitants aujourd'hui, du coup, puisque l'Union européenne a vu le Brexit se faire, donc moins les 60 millions d'habitants anglais. 17 pays dans la zone euro. Ça, c'est un chiffre qui va augmenter probablement parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont intéressés pour rentrer dans la zone euro, des pays de l'Union européenne intéressés. Euh, on a beaucoup de gens qui viennent de l'Union européenne en France, hein, beaucoup d'immigrés européens, 1,8 million de personnes, voire même un peu plus. Aujourd'hui, ça devrait être plutôt aux alentours de 2 millions. Les chiffres sont pas forcément très actualisés. Donc en fait, c'est quelque chose de très varié et à la fois, aujourd'hui c'est une union, mais c'est évident que quand on est en France, ça n'a pas grand-chose à voir que quand on est en Grèce ou on est à Chypre. Enfin voilà, les réalités sont pas du tout les mêmes. Vous vous en doutez bien. Alors, évidemment, on a des régions plus pauvres et des régions plus riches. Les régions les plus riches étant essentiellement autour de ce qu'on va appeler la mégalopole européenne, c'est-à-dire une zone ici comprenant Londres, Paris, toutes les villes Amsterdam, Bruxelles, etc., une partie de l'Allemagne et une partie de l'Italie aussi. Vous avez des régions beaucoup plus pauvres comme la Roumanie ou la Bulgarie qui sont aidées par l'Union européenne pour pouvoir se développer justement. Euh, donc voilà alors pour aider, l'Union européenne a pas mal de mécanismes qui se mettent en place pour pouvoir aider et financer aussi un certain nombre d'actions. Alors on l'avait vu pour l'aménagement du territoire, l'Union européenne donne de l'argent pour certains aménagements. Rappelez-vous notamment du Louvre-Lens qui avait été financé en partie à 20% par l'Union européenne. Mais on a aussi, voilà, il y a pas mal d'aménagements qui sont financés par l'Union européenne, notamment via un fonds qu'on appelle le FEDER, c'est le Fonds européen de développement de régions, de développement des régions. Et ce FEDER là, il va surtout donner de l'argent pour les territoires les plus défavorisés. Par exemple, les territoires ultramarins. Les territoires ultramarins français peuvent être financés par le FEDER parce que ce sont des territoires un peu plus en difficulté. Et ce FEDER, évidemment, il va pas financer des choses autour de Paris. Il va surtout aller dans des régions où il en a besoin, où il y en a besoin, où il y a beaucoup de pauvreté.
Il y a aussi des choses, il y a aussi par exemple des règlements communs sur la pêche, des règlements communs dans l'agriculture, avec notamment des aides économiques à l'agriculture qui sont très importantes. Ce qu'on appelle la politique agricole commune, ce que vous voyez ici, la PAC. Euh, Ce sont donc la politique agricole commune, c'est les États qui donnent de l'argent, qui sont ensuite reversés aux agriculteurs pour les aider à produire, justement, et à faire de l'Union européenne un endroit de production important. Donc l'Union européenne, elle sert pas que à faire joli. Il y a vraiment des choses importantes qui sont faites, notamment en matière d'aménagement du territoire et en matière d'aide financière et économique. Alors, l'Union européenne, finalement, c'est un système qui fonctionne pas forcément toujours très bien parce que tout le monde arrive pas forcément à se mettre d'accord, mais c'est un système important quand même. C'est-à-dire que ça donne beaucoup d'argent et la France bénéficie pas mal de l'Union européenne euh, et de ses financements. Au niveau de la place dans le monde, eh bien, l'Union européenne, c'est ce que je vous ai dit, un des territoires les plus importants dans le monde. L'influence européenne, c'est que l'Europe est le premier pôle touristique mondial, par exemple. Donc, il y a vraiment une influence importante dans le monde de l'Union européenne. Mais à la fois, aujourd'hui, on n'a pas d'armée européenne, par exemple. Aujourd'hui, la France, par exemple, aime bien son statut de puissance, l'Allemagne aussi. Elles ne veulent pas forcément qu'on ne les c'est pas pour tout de suite qu'on verra les pays être supprimés pour avoir juste une Union européenne, une espèce de grand pays qui serait l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc voilà, faut pas croire non plus que l'Union européenne fasse tout. L'Union européenne fait beaucoup de choses, mais reste une association surtout économique et d'aide financière aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous allez vous dire que vous êtes français, vous allez peut-être vous parler de vos origines, mais vous allez rarement dire je suis européen. C'est vraiment très très rare. Forcément, c'est pas la chose auquel on pense en premier et c'est normal. Mais l'objectif, c'est que dans les années à venir, ça progresse. Alors, maintenant, on passe sur la France, puisque comme je vous ai dit que du coup, l'Union européenne ne représentait pas tout, ça veut dire que la France a encore un certain nombre de pouvoirs. Et aujourd'hui, on parle, vous dites aux Américains ou aux Japonais, je vais dans l'Union européenne. Est-ce que vous allez dans l'Union européenne? Ils vont vous regarder sans trop savoir pourquoi. Mais par contre, si vous leur dites je vais en France, là tout de suite, France, Tour Eiffel, etc., ils associent tout ça. Donc la France a quand même une grosse image à l'international, notamment pour le tourisme. Ça, vous l'avez vu en quatrième, je reviens pas dessus. La France, elle est présente, elle a une influence dans le monde. La France, malgré toutes ses fragilités, notamment économiques, elle a une grosse influence dans le monde. Là, vous voyez depuis tout à l'heure une diapositive sur notamment les militaires français qui sont engagés un petit peu partout dans le monde, essentiellement en Afrique et en Asie. Avec des opérations militaires contre les djihadistes, par exemple. Alors là, vous voyez l'opération Barkhane avec 4000 soldats. Cette opération Barkhane va se terminer d'ici quelques mois. Mais la France est présente un petit peu partout. Elle a des bases militaires un petit peu partout aussi, en Afrique et en Asie. Et la France a une armée qui est une des plus performantes au monde, par exemple. Donc ça, si on vous demande au brevet de parler des forces de la France et de comment la France est présente dans le monde, l'armée est un premier point très important. Alors, il n'y a pas que l'armée, évidemment. Économiquement, la France, elle est aussi reconnue pour ses entreprises. Là, je vous ai mis l'exemple d'une entreprise que vous connaissez sûrement, Ubisoft. Ubisoft qui fait des jeux vidéo. Eh bien, Ubisoft, c'est une des plus grosses entreprises de jeux vidéo au monde, par exemple. Mais j'aurais pu choisir bien d'autres exemples. Évidemment, vous pensez peut-être aux marques de voitures, Renault, Peugeot, Citroën. Tout ça, ce sont des marques qui font écho dans le monde entier. Vous avez d'autres marques, notamment, par exemple, pour la vente d'armes. La France est un des premiers vendeurs d'armes au monde. Que ce soit, par exemple, pour l'énergie nucléaire. La France est un des experts du nucléaire dans le monde. Bref, que ce soit pour le luxe, évidemment. On parlait du tourisme, mais le luxe, c'est aussi quelque chose de très important. Je veux dire, vous connaissez tous des marques de luxe qui sont françaises, que ce soit Dior, Louis Vuitton, bref. Tout ça, ce sont des marques de luxe françaises. Ça caractérise, ça, c'est l'influence culturelle française aussi. L'influence française, c'est aussi la langue. La langue, la langue française, elle est parlée sur plusieurs continents. Elle est beaucoup parlée au Canada, dans la province du Québec. Elle est aussi un petit peu parlée dans les Antilles, forcément, avec les territoires ultramarins.
c'est logique. Elle est encore un peu parlée en Asie et en Afrique surtout, mais aussi dans l'est de l'Europe et dans le reste de l'Europe. Donc l'influence française, l'influence de la France dans le monde, ça se limite pas juste par exemple l'armée, ça va au-delà, c'est-à-dire ce qu'on va appeler ce qu'on appelle le soft power. Vous verrez ça au lycée pour certains. Euh, c'est que la France, finalement, a une influence au-delà de simplement son nom. Elle est reconnue pour sa langue, elle est reconnue pour son tourisme, pour ses monuments, elle est reconnue pour ses entreprises, elle est reconnue pour sa gastronomie, elle est reconnue pour son art de vivre. Voilà, tout ça, ça fait de la France voilà, quelque chose un pays qui aujourd'hui fonctionne dans le monde avec une certaine réputation. Et cette réputation, bah, elle continue, elle ne se dément pas, elle ne se limite pas. Aujourd'hui, au contraire, aux États-Unis, par exemple, on aime beaucoup ouvrir des boulangeries. Le boulangerie, c'est vraiment français pour le coup, et on les appelle boulangeries, comme en France. Pour vous donner un peu un exemple de en quoi la culture française peut être importante. Donc finalement, tout ça, ça doit juste vous faire penser au fait que la France est présente un petit peu partout dans le monde sur plein d'aspects différents, que ce soit les entreprises, du coup le tourisme, la gastronomie, la culture. J'aurais pu parler par exemple des films français. Alors évidemment, c'est pas des Marvel, hein, c'est pas les films les plus connus dans le reste du monde, mais vous avez régulièrement des films français qui ont des prix un petit peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis. Donc voilà, la France a vraiment un statut particulier. C'est plus une puissance dominante, mais ça reste une puissance importante dans le reste du monde. Et ça, vous devez en avoir conscience. J'arrête ma vidéo ici, ça aura duré 17 minutes quasiment. Cette dernière diapositive, enfin, il ne faut pas, faut pas en entendre en parler plus que ça. Vous avez le cours qui lui est complété. Donc je m'arrête là pour cette fois. Je vous souhaite définitivement un bon courage pour vos révisions. C'était la troisième et dernière vidéo qui vous sera présentée. N'hésitez pas à me poser des questions sur Pronote évidemment s'il y a des points que vous ne comprenez pas. Voilà, bon courage pour vos révisions. Soyez appliqués et pas qu'en histoire géo, hein, évidemment. Bon courage pour vos révisions et je vous souhaite, pour ceux que je ne verrai pas d'ici là, la plus grande réussite possible au brevet. On se revoit donc lundi matin pour votre épreuve de français. Bon courage à tous, au revoir.